Bienvenue à Ushuaia. Il est vrai qu'on t'a laissé sur ta faim lors de notre précédente vidéo. Accompagnés d'Elsa et Marie, nous franchissions les portes de la ville la plus au sud du monde, Ushuaia. Oui, parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se dit. Nous y resterons près de 15 jours, et ça méritait bien une vidéo dédiée, non ? Dès notre arrivée, cette ville aura su nous charmer par son paysage et sa tranquillité. Une fois nos valises posées, nous en avons d'abord profité pour en apprendre davantage sur elle. En effet, nous avons commencé par aller au musée maritime d'Ushuaia, qui relate l'histoire des peuples indigènes, mais également celle des nombreuses expéditions maritimes liées à la colonisation. Mais ce musée reste surtout connu pour sa partie concernant une institution d'Ushuaia, à savoir sa prison. C'est ici même que le musée s'est installé, offrant aux visiteurs un avant-goût de ce qu'était la prison de la fin du monde. Là où les pires prisonniers du pays, du serial killer aux révolutionnaires anarchistes, boulets aux pieds, allaient eux-mêmes affronter la neige et le froid pour récolter leurs précieux bois de chauffage dans les forêts environnantes. Comme tu as pu le voir, une aile complète de la prison a été laissée intacte pour rendre l'expérience plus immersive. Maintenant qu'on est arrivé à Ushuaia, Oui. pourquoi c'était important qu'on vienne ici? Parce qu'on s'est quand même questionné sur la nécessité de venir. C'est une étape, quoi, tu vois, c'est El Fin del Mundo, c'est la ville la plus basse de l'hémisphère sud. Du coup, je trouve que c'est un bon tremplin pour du coup repartir vers le reste du voyage. C'est différent, la vie est différente d'ici, de ce qu'on a déjà vu d'Argentine quand même, hein, je trouve. C'est un peu comme si t'allais au Pérou et que t'allais pas voir le Machu Picchu, c'est un peu bête en fait. C'est pas genre à mettre sur la checklist, mais je veux dire, c'est pas touristique pour rien, entre guillemets, quoi. Ici à Ushuaia, il y a... Genre, j'ai jamais vu d'endroit où il y avait autant de montagnes l'une à côté de l'autre. Je veux dire, sur ton angle de vision, tu vois 4-5 montagnes, quoi. Genre 4-5 pics de montagnes, quoi. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment la ville la plus au sud du monde, quoi. Ok. Donc, ouais, il y a un petit truc, quoi. Tu vois, t'as été jusqu'au bout pour reprendre l'élan pour après, quoi. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. On a une rivière juste là derrière. On est à Ushuaia. Moi, je t'en prie. Vas-y. Je suis sûr que tous nos abonnés ont envie. Que tu te mettes tenue dans la rivière, oui, j'en doute. Mais pas moi. Non, elle est gelée. Je déconseille à quiconque de mettre les... Je sais pas, t'as été mettre tes mains dedans ce matin pour faire la vaisselle. Oui, bah justement. Elle est gelée. Oui, elle est vraiment gelée. Depuis qu'on est descendu en Patagonie, il y a de plus en plus de cours d'eau. Parce que tout simplement, il y avait des glaciers. Parce qu'avant, quand on était plus au nord, c'était limite des territoires secs. Alors, on remet en situation, il fait 35 degrés, tu meurs de chaud, tu dis « Oh, il y a un spot là, près de la rivière !» Et en fait, t'arrives et il n'y a pas de rivière depuis genre 1 an parce qu'en fait, il fait trop chaud. Quand on arrive en Patagonie, on voit plein de rivières partout. Du coup, tu as envie, même si à limite, il fait pas encore très très chaud, mais tu te dis « Allez, on pourrait se baigner ou pas ?» Mais partout, tu as des panneaux aux endroits où tu as accès un petit peu à la rivière, tout ça, qui disent « Attention, danger, eau froide ». Donc je pense que clairement, vaut mieux pas aller se baigner. Et la pub Ushuaia, c'est un mensonge. On y va. Avec tes 2 étiquettes qui ballottent dans tous les sens, t'as l'air maline. Quoi de plus plaisant que de se réveiller face à la baie d'Ushuaia? Et aux montagnes et tout ça, hein. En parlant de la baie d'Ushuaia, on va faire quoi aujourd'hui? On va faire une rando. Où ça? La Laguna Esmeralda. La Laguna Esmeralda. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette laguna? Je suppose que, je sais pas, il y a peut-être le bossu de Notre-Dame. Oh mon Dieu. Non mais, c'est une lagune qui est bleu émeraude. Je prends le drone avec? Oui. C'est bien que j'ai toujours un petit côté gamin en moi. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y.
fait? Ce que je fais, j'ai perdu le bout en caoutchouc. Donc, je sais exactement où je l'ai perdu. Hein. Je l'ai perdu, il y a 5 pas entre là et là. Je l'ai perdu là, à un moment donné, j'ai le truc qui est passé entre eux. Je suis revenu, puis j'ai vu que j'avais plus de bout. Allez, vas-y. Ah, c'est ça le marécage à mon avis. Je le vois, il est là. Eh ben prends-le. Bon, on fait les paris. Tu le repères avant la fin du trek. Je ne parie pas sur ce que je suis pas sûr de gagner. On est sur une rando qui est quand même assez connue, donc on croise beaucoup de monde. Et ce qui est marrant, c'est de déterminer toutes les intonations de hola différentes qu'on a eues. Moi j'ai relevé le hola anglais et le hola français. Moi j'ai retenu que les vieux, souvent ils allongent le haut. Ils font des hola, presque des Suisses. Hola. Je pense que c'est derrière cette petite butte. 10 mètres quoi. Ouais. 20, allez. Est-ce que tu es prête pour un nouvel épisode de La vie d'Edgar? Attention, 3, 2, 1, jingle. Franchement, en démarrant la prise, je pensais pas que ça allait tourner à ça, mais c'est pas grave. C'est ta faute, hein, Ah oui, non, mais c'est très très bien, moi j'apprécie. J'apprécie. Mais par contre, ce que notre bon vieux Edgar apprécie moins, c'est visiblement nos tiroirs. Ouais. Vous voyez ceci? Bon, pour les non-amateurs de bricolage, c'est censé en fait ressembler à ce qu'on a aussi au début, c'est-à-dire un truc bien droit, bien lisse. On aime ASMR. Mais on se retrouve ici avec un bout de tiroir complètement plié. Et ici encore, j'ai replié parce que la roue, elle était carrément de travers. Donc on a un léger indice sur la viabilité à long terme de nos tiroirs qu'on a fabriqués. Non, la viabilité des charnières. Les charnières, bah oui, mais du coup de nos tiroirs, parce que sans charnière, un tiroir n'est plus. Oui, mais je veux dire, en soi, le tiroir, il est bien. C'est juste la charnière Ouais. qui foire. Donc en fait, on a pris des charnières ici qui étaient pour 15 kg de mémoire. Et il faut croire que... C'est pas assez. Parce qu'ici, on a... Bon, le tiroir en lui-même, en bois, il ne fait pas 15 kg. Oui, non. La matière qu'il y a dedans, enfin, vous le voyez, ce sont de magnifiques chaussettes pilou-pilou. Et bien que ce soit pilou-pilou et que ça tienne chaud, ça n'est pas lourd. Pas 15 kilos. Donc autant dire que c'est les vibrations, les chocs et autres. Donc on va devoir remédier à ça avant d'avoir un tiroir en moins. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment ça se fait là-dessus, mais ça se fait aussi sur l'autre tiroir. Oui, on a déjà dû un peu chipoter pour le remettre bien droit. Eh bien c'est parti pour une petite séance bricot. Ouais, bah en fait, non. Comment ça non? On n'a pas les vis? Ah, on a celle-là, si celle-là, elles vont faire là. Là, on en a pas beaucoup. Oh, la science de la débrouille. On n'a toujours pas racheté de visseuse. Mais non. C'est la joie. C'est le kiff. Ne dis rien d'illicite parce que là ça filme. On est reparti pour te montrer un autre coin d'Ushuaïa. Pour te Avec montrer notre une autre super pote Marie. Et là on n'est pas tout seul parce que Marie, c'est rare que notre route croise 3 fois à peu près la même personne. On va chercher un peu. Ouais, Bon là c'est vrai qu'on est un peu provoqué, mais on profite qu'on est dans le même coin pour te montrer à toi ce beau coin d'Ushuaïa, à savoir Martial. Martial. Tu vois, danse elle n'est pas sur YouTube, mais pourtant elle est plus active que toi. Allez, on est parti.
Comme tu as pu le voir, on discute quand même pas mal. Et c'est très agréable de pouvoir partager ici un moment avec Marie, qu'on a donc pris, comme tu as pu le voir, en autostop. Et que tant qu'on est dans la même région, on passe du temps à parler. Mais surtout, on constate que Marie est une grande voyageuse et que le voyage, on le fait tous pour des raisons. On a chacun les nôtres. Et surtout, ça nous pousse à grandir. On va avoir une discussion avec elle et elle pourra t'expliquer son point de vue là-dessus. Ouh, j'ai un peu du mal. Je disais donc, je peux laisser tomber un poumon. Pendant son interview, je te glisserai quelques images de ce qu'on a vu du reste de la balade. Mais fondamentalement, dans un voyage, les paysages, ça fait pas tout. Tu auras le dernier mot sur on le met, on le met pas. Bah dit comme ça. Voilà, quoi qu'il arrive. Allez. Qui es-tu? Bon ben enchantée, moi je suis donc Marie. T'inquiète. Marie et comment résumer 35 ans en une minute. Qu'est-ce que tu étais et qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Je pense que j'étais quelqu'un par exemple de conditionné et je suis devenue quelqu'un de libre. C'est comme ça que je le verrai. C'est passé par la connaissance de ma propre personne et de savoir ce dont j'avais besoin pour me sentir libre. Sauf que parfois quand t'es conditionné, pour le voir, c'est compliqué. Il faut savoir aussi prendre le risque de partir loin de tout ce conditionnement ou en tout cas ce poison qui t'empêche de voir clair derrière. Tu voyages depuis combien de temps? Sur ce voyage-là, ça fait 1 an et demi, et je crois tout pile d'ailleurs. Pour le coup, mon projet à la base, il était plus court que l'actuel. Il devait commencer donc en Équateur, monter jusqu'en Colombie et redescendre donc toute l'Amérique du Sud jusqu'ici à Ushuaia. Donc c'est pour ça que je vous dis, là j'arrive à un aboutissement aussi de mon voyage. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai fait une partie de la Patagonie, tout ça, et en fait, à un moment où surtout je me rapprochais de mon retour, j'ai plus du tout envie de rentrer. Et c'est là aussi où toute la liberté en fait prend un sens en fait. C'est parce que t'es libre quoi. T'as pas de chez toi. Si, t'as toujours quelque chose qui te ramène. Mais C'est toi ton chez toi. ouais. C'est beau. Voyage avec notre bon vieux Edgar qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a envoyé depuis la Belgique, tout ça. Toi, tu voyages dans un autre style. Peux-tu décrire cet autre style? J'ai commencé donc avec la forme de voyage la seule que j'ai connue vraiment. Et c'était juste du bus, des hostels uniquement, etc. Et en fait, en descendant, il y a tout pour le faire. C'est le camping et le faire du stop. Et au final, j'ai fait 1 an, pas 1 an entier, mais au moins 6 bons mois de camping. Avec du stop. Et ça, c'était par contre la partie la plus enrichissante de mon voyage. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Hostel et bus, c'était bien aussi. Pour avoir déjà voyagé avant, je passe toujours par le fait de toujours me pousser dans mes limites, parce qu'en fait, je veux toujours me défier. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je me sens vivre, en fait, d'une certaine manière. Pour le coup, je vous avoue que partir comme ça, à l'aventure, sans savoir où j'allais dormir le soir, sans savoir que j'allais rencontrer la journée, sans savoir ce qu'allait m'arriver, en fait, je me suis jamais autant sentie vivre que durant ces moments-là. Donc c'est là où ma liberté, elle a touché son apogée. Ouais, son apogée. Que ce soit par ce voyage-ci ou par un autre voyage, qu'est-ce que le voyage fondamentalement a changé en toi ou a été nécessaire pour toi? Changer en moi. C'est un peu plus clair. Je me suis aperçue qu'en fait, j'ai pas de limite. On n'a pas de limite. Toute la limite est dans notre tête. On a juste les barrières qu'on se met soi-même. Carrément. Et c'est ça le plus triste et à la fois en fait c'est le plus beau parce qu'en fait quand tu t'aperçois en fait que t'en as pas, mais en fait tu t'aperçois que t'es capable de tout et que tout dépend de toi en fait. C'est ça. Après moi c'est ma version à moi en fait de vraiment vivre. Je pense qu'on a chacun la nôtre et ça c'est. Oui, c'est ça. Et je disais, ça t'a apporté la liberté, un sentiment de liberté que tu n'avais peut-être jamais connu avant. J'ai réalisé en fait la liberté parce que c'était, parce qu'au final, dans notre société, nous on est bien positionnés, on sait qu'on est libre en soi. C'est juste qu'en fait ça m'a fait réaliser ce que c'était réellement la liberté. Et alors quand tu la vis, t'as l'impression de respirer vraiment, t'as l'impression de sentir vraiment, t'as l'impression, moi je me suis jamais sentie aussi légère. En parlant de légèreté justement, ici tu voyages avec finalement Rien. Avec un sac à dos, une tente
Et bon, tu as fait des hôtels et des bus. Quels sont pour toi justement les avantages et les inconvénients de voyager en tente? Je sais pas si je commence par les avantages ou les inconvénients. Comme tu veux. Montrer que c'est possible, tu as déjà montré que c'était possible en le faisant. Oui, parce que Donc... 5 mois en tente, il faut vous douter qu'on a passé du bon et du mauvais moment, mais surtout que s'il y avait plus de bons que de mauvais, sinon je serais jamais resté 5 mois forcément. Voilà. Quand t'es en randonnée ou quand t'es dans un moment vraiment où tu te dis ah putain, tu vois, je serais bien resté dormir ici, tu vois. Genre c'est beau, tu te sens bien, j'aurais bien aimé rester. Et ben je l'ai fait. un mauvais moment ou un moment un peu compliqué, c'est par exemple, je passais un bon moment, j'étais dans mon cadre magnifique que j'avais forcément choisi parce que c'est là où je m'étais arrêtée, je m'étais dit c'est là que je campe. Jusque là, coucher de soleil magnifique, on est au top, c'est super. Et en fait, la nuit de l'enfer, tu vois, genre une tempête dans la nuit. À tenir l'armature de la tente pour pas qu'elle se couche et qu'en fait tu dors pas et peu importe si t'es fatigué, peu importe tout, c'est que t'as pas le choix. C'est plein d'inconfort comme ça qui se rajoutent, mais c'est le moment aussi où tu vois quand on parlait d'apprécier une douche, d'apprécier un confort, d'apprécier une pause dans un hostel, d'apprécier ça, et ben alors là, après je suis sûre que c'est des moments. Tu savoures ta douche, ça peut être que 5 minutes que tu la dégustes goutte par goutte, goutte de savon par goutte de savon. Et pour l'insécurité, c'est ça aussi que je voulais te dire. Parfois tu as des pressentiments ou tu es dans un mood qui te fait penser différemment, je sais pas. J'étais un trekking. Et je voulais aller camper là-bas, c'était prévu. Et tout le monde, alors en plus tout le monde me décourageait parce que tout le monde se moquait de moi, j'étais chargée comme une mule. Et j'arrive à ce fameux endroit, donc là où je voulais camper. Et alors là, quelque chose que je n'attendais pas et qu'il y avait une autre tente. Moi je suis passée à côté de la tente parce qu'en fait j'aime bien au pire croiser le regard de la personne parce que ça me rassure, tu vois. Là la personne je l'ai pas vue, j'ai vu que c'était un homme, j'ai vu qu'il était seul. Ça peut paraître stupide, mais sur le coup j'ai eu ma parano. En soi, moi, ma peur, à moi, mon insécurité, c'est pas de croiser un animal, c'est pas de croiser... c'est pas de croiser... C'est l'humain, finalement. En fait, c'est l'humain. En fait, c'est surtout ça que je voulais souligner dans la conversation. On s'est jamais vu et au final, la peur n'était qu'une peur. Et la peur n'était effectivement qu'une peur. Et c'est pour ça que même en expliquant l'histoire, je sais même pas pourquoi j'ai eu peur. Il ne m'est absolument rien arrivé. Mais quand je dis jamais rien, c'est même pas un vol. C'est même pas quelqu'un de méchant. C'est rien. Et ça arrive parce que forcément tu côtoies des gens à qui c'est arrivé et t'as des histoires en fait qu'on te raconte et qui, Dieu merci, sont encore là pour te rappeler que tout n'est pas rose, tu vois. Ouais. Mais non. On a beaucoup parlé du comment t'as voyagé. J'aimerais qu'on passe juste un petit moment là sur le pourquoi. Oh, il y a beaucoup de raisons en fait. Il y a plusieurs raisons qui ont été réunies et en fait c'est eux qui m'ont tous foutu dehors quoi parce que en fait, moi, je venais justement d'être embauchée pour un travail où je pensais que c'était génial, etc. En fait, j'avais mis tellement de cœur en fait dans cette histoire. En tout cas, je me raccrochais beaucoup à ça. En allant quotidiennement à ce boulot où je me suis dit mais putain, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Parce que vraiment, plus j'y allais, plus je me disais putain, mais en fait t'es pas heureuse. Donc au point où à la fin, j'allais en pleurant. Je repartais en pleurant. Et mes seules pauses de pleurs, c'était quand j'étais au travail, donc pour pas montrer aux gens. Et pourtant ça devait se crier sur mon visage. Mais alors la raison qui était même avant ça, j'ai eu mon ex. Et lui, je le déteste et à la fois je le remercie 1000 fois. Parce qu'après 5 ans de relation, il m'a dit mais Marie, arrête de vivre pour moi quoi. Genre en gros, tu me fais chier. Genre, vis ta vie quoi. Genre, vis pour toi un peu et vis ta vie. Alors sur le coup, moi en tout cas, j'ai été blessée au plus profond de moi-même parce qu'il était tout ce que j'aimais, donc je vivais forcément en partie pour lui. Mais après, avec mon ego et tout, on a bien discuté, etc. Et on s'est dit bon. On va vivre notre meilleure vie là maintenant, c'est le moment quoi. Et à la fin, il y a eu ce travail, etc. Et là je me suis dit, en fait ma meilleure vie elle est pas là du tout. Ma meilleure vie elle est ailleurs je pense. Et de là, c'est là où j'ai commencé à voyager. Et de là, avec cet instant de liberté là que je t'ai dit, où tu te sens en fait, pour une fois vivre en fait, tu te sens vivant, tu te sens que t'es là quoi, tu sens que t'es présent. Le mot présent est très important parce que le mot présent n'existe pas dans ton quotidien. Le mot présent n'existe que quand tu es vraiment face à de l'inconnu, on va dire. Pas dans tes habitudes. Pas dans tes habitudes, okay. Ouais. Et une fois que tu as touché à ça et que tu le trouves pas dans ton quotidien, voilà. Moi, en tout cas, c'est la raison de mon voyage. Ok. Quand il te dit ça, fatalement, ça
ça a résonné en toi et ça a Ouais. réveillé finalement une voix intérieure qui après t'as pas pu t'empêcher de l'écouter au final. Si tu devais, si t'avais en face de toi justement quelqu'un qui n'est pas en train d'écouter sa petite voix intérieure, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Au-delà d'écouter, moi je souhaite de la trouver en fait cette voix intérieure parce que en fait elle est, on l'entend pas, elle est éteinte. Je pense, enfin moi en tout cas elle l'était, ou je l'entendais pas. Ok. Je sais pas si je l'ai bien dit pour le coup cette fois-ci. Non, Là mais- je pense pas que j'ai retranscrit le message que je voulais. À partir du moment où tu la trouves et que tu décides de lui donner du crédit, ça amène finalement, ça t'a amené à te construire, à devenir positif. Donc c'est plutôt un beau message. Tu viens de dire. Bon, après, les formes et les comment. Oui, merci de l'avoir résumé en tout cas. Mais... bah écoute, merci. Merci beaucoup, Marie. Merci de m'avoir écouté.